On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une exposition qui va se tenir dans les prochains jours chez Action Art Actuel sur les empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un projet de création quand même fort intéressant, très inédit. On en discute dans quelques instants avec l'artiste. Mais d'abord, on s'en va dans le monde de la sécurité publique. On reçoit l'état-major de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu pour tracer le bilan 2017 des activités. Moins de criminalité et moins de contraventions. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a rendu public son rapport pour l'année 2017. Effectivement, ça fait peut-être un petit peu loin, mais c'est quand même important de faire ce bilan pour voir un peu l'évolution aussi et les tendances des dernières années. Trois invités pour en parler. D'abord, le directeur du service de police, André Fortier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Julie-Maria Lang, qui est inspecteur à la division des enquêtes criminelles. Bonsoir. Bonsoir. De même qu'Éric Bédard, qui est inspecteur à la division protection des citoyens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Si on avait à résumer l'année 2017, quand on la compare à l'année précédente ou aux années précédentes, quels sont, selon vous, les principaux faits saillants? En termes de faits saillants, donc d'abord, je dirais la sécurité routière, qui est toujours une priorité depuis 2011, qui est une priorité chez nous à Saint-Jean. Deux, le programme d'intervention conjoint qu'on a élaboré de concert avec des partenariats pour soutenir nos policiers lorsqu'ils sont confrontés avec des gens qui sont aux prises avec un problème de santé mentale et venir en aide à ces gens-là. Donc, c'est un élément extrêmement important. Il y a aussi quelques vols qualifiés, introductions par effraction qui ont eu lieu au cours de l'année, pour lesquels on a procédé aux arrestations, donc qui a amené un petit élément d'insécurité au niveau des citoyens. Alors, il y a aussi, par rapport aux fraudes, les nombreuses fraudes, toute une campagne Aînés prudents. Il y a eu énormément de travail qui a été fait à ce niveau-là. Alors, donc, de quoi être très fier. Bon. Parlons de criminalité, parce que c'est souvent ce qui est ciblé quand on parle de statistiques. On dit d'un côté que la criminalité est en baisse, donc en général. Par contre, les crimes contre la personne, eux, ont augmenté. Donc, comment, d'un côté, on peut avoir une baisse de la criminalité, mais un certain, disons, vecteur de la criminalité qui est peut-être en hausse? Pourquoi? Globalement, il y a une baisse de la criminalité, mais quand on parle, entre autres, de la hausse au niveau des crimes contre la personne, on fait la distinction entre les crimes contre les biens et les crimes contre la personne. Au niveau des crimes contre la personne, la hausse la plus marquante est en lien avec les agressions sexuelles en 2017, due surtout aux mouvements comme MeToo. Ah oui, donc, vous l'avez senti chez vous? Oui. Donc, ce n'est pas tant une augmentation du nombre d'agressions sexuelles, mais du nombre de dénonciations. Alors, quand il y a des mouvements publics comme ceux-là, les victimes, ce sont des crimes qui sont difficiles à dénoncer, souvent commis par des gens de l'entourage, des gens connus. Mais quand les victimes se sentent supportées parce que la population devient plus sensible à ce type de crime-là, on voit une augmentation. D'ailleurs, en 2017, il y a le tiers de nos infractions qui sont ce qu'on appelle des crimes historiques, donc qui ne se sont pas produits dans l'année en cours, mais dans les années passées, et les mouvements comme MeToo viennent encourager, aider les victimes à dénoncer. OK, donc ça a vraiment un impact important chez vous, là. Sur ce type de crime-là, beaucoup. Beaucoup. Bon. Puis on a même des crimes là-dessus qui sont montés jusqu'à 15 ans en passé. Oui. Bien, ça peut être très long, on le voit régulièrement. De toute façon, des crimes d'agression sexuelle historiques, on en a souvent parce qu'il y a des conséquences immenses quand c'est lié à la famille. Exact. Et les victimes vivent un grand sentiment de honte et de jugement. Donc, ça peut prendre des années avant qu'elles effectuent le processus de dénonciation. Bon. Souvent, c'est ça, le visage de la police, c'est d'un côté, évidemment, quand on veut se plaindre d'un crime, on appelle la police. De l'autre côté, la police, c'est aussi de faire respecter les règles. Parfois, oui, de donner des contraventions. Donc, parfois, ça fluctue. Il y a des années, il y en a plus, il y a des années, il y en a moins. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu moins de contraventions. Il y a eu moins de contraventions en 2017. Par contre, ce qu'on regarde, c'est évidemment le nombre de victimes sur les routes. Le but, notre objectif, c'est de diminuer le nombre d'accidents, le nombre de victimes sur les routes. Et le nombre d'accidents avec victimes a baissé et le nombre de victimes a baissé sur le territoire. Donc, le nombre de contraventions, effectivement, les contraventions, ça a un effet dissuasif sur le conducteur. Changer les comportements, amener les conducteurs à avoir des comportements respectueux de la sécurité routière. Mais ce n'est qu'un des facteurs qui est responsable de l'amélioration du bilan de la sécurité routière. On travaille beaucoup au niveau des infrastructures pour sécuriser les routes. Et cette année, bien, on parle de fluctuation. Évidemment, en 2017, on a changé notre façon de travailler sur les routes.
On a ciblé davantage certaines infractions. Les infractions autour des écoles, on a ciblé davantage les piétons, les automobilistes autour des écoles, les zones de piétons, les zones scolaires. On a travaillé aussi, évidemment, nos intersections accidentogènes. Ouais. Donc, plutôt que d'être dans des endroits où il y a plus de volume, où on a une plus grande visibilité, mais en s'attaquant à des endroits vraiment où il y a des zones ou des tronçons accidentogènes, bien, on a ciblé davantage nos interventions. Évidemment, ça a un impact sur le nombre, effectivement, de contraventions en bout de Mais ça, effectivement, moi-même, je l'ai senti comme citoyen parce que pendant plusieurs années, on pouvait même parfois prédire à quel endroit l'autopatrouille allait se situer. Dans certains cas, à tort ou à raison, on parlait de trappe à ticket. Honnêtement, j'essaie de me rappeler, moi, dans la dernière année où j'ai circulé en ville, je n'ai pas eu cette impression-là. Et j'ai vu effectivement des autopatrouilles être à des endroits, notamment parcs, écoles et compagnie, où généralement on les voyait moins. Donc c'est un changement de stratégie, si on veut? C'est un changement de stratégie. C'est pour répondre aussi, globaliser le sentiment de sécurité sur l'ensemble du territoire. On a beaucoup de questionnements, on a beaucoup de plaintes au niveau résidentiel, mais effectivement, c'est un changement de stratégie. Et moi, j'ai clairement annoncé que je suis contre le principe des trappes à tickets. Éric l'a bien dit, on veut améliorer notre bilan en sécurité routière, on veut réduire le nombre de victimes, tant blessés qu'accidents matériels. C'est la raison pour laquelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant de faire quelques interventions que ce soit, on établit une communication grand public pour informer les gens. D'abord, faire connaître les modalités du Code de sécurité routière, informer les gens. On veut amener les gens à être partie prenante, à changer leur comportement, leur attitude pour améliorer le bilan sécurité routière et mieux se protéger. C'est leur vie, là. C'est la vie des citoyens qui est en cause. Et souvent, ce qui revient, et c'est drôle parce que même au conseil de ville de lundi soir, le conseiller Gendron à Iberville faisait une remarque à peu près. Tous conseillers municipaux ont dit une fois dans leur vie, les gens roulent vite dans le quartier. Et là, on dit, en plus, c'est souvent ceux qui habitent le quartier qui roulent vite dans le même quartier. C'est très clair. Ça, c'est incroyable. Je le vois dans mon propre quartier, comme tout le monde. Ceux qui roulent vite, c'est ceux qui restent là. Oui. Et c'est ceux qui souvent se plaignent. En plus. Ça, c'est spécial. C'est spécial et on a de plusieurs interventions qui nous le démontrent. Il y a des plaquettes d'identification. Ces plaquettes-là, on a des afficheurs de vitesse, différentes sortes ici à Saint-Jean. On en a sur Poteau, on en a chez nous au niveau du service de police qui nous donnent des statistiques. On travaille avec Percentile, mais il y a aussi tout le phénomène de perception. Les gens perçoivent que ça roule vite dès que c'est un camion ou des éléments semblables. Il y a le phénomène de perception également. Mais c'est vrai, c'est globalement dans les secteurs résidentiels, les résidents, et c'est eux qui roulent là, c'est eux qui passent au quotidien dans ces rues-là. Bon, revenons aux enquêtes criminelles. Il y a un autre volet aussi assez important, évidemment les stupéfiants ou les interventions qu'on fait avec les stupéfiants ou même avec les autres corps de police, avec la présence ou non du crime organisé dans une ville comme la nôtre. Le citoyen qui nous regarde en ce moment, il se pose la question, ma ville ici à Saint-Jean, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a du crime organisé? De quelle façon est-il contrôlé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions à l'égard des stupéfiants dans la dernière année? Oui, on lutte à l'année contre les stupéfiants. Le crime organisé, ce n'est pas que les stupéfiants. Le crime organisé ne sont pas nécessairement non plus les bandes de motards hors la loi. Quand on parle de crime organisé, c'est une structure qui se met en place pour contrôler un type de criminalité. Une source d'approvisionnement importante pour le crime organisé, c'est la vente de stupéfiants. Alors oui, on s'y attaque. On fait des choix en fonction des informations qu'on a, à savoir à quel groupe on va s'attaquer en particulier. En 2017, on a fait des choix d'enquête. Là, vous me parlez peut-être qu'il y a une baisse au niveau on associe un chiffre à ce qu'on saisit, que ce soit en biens fractionnels, en valeur de stupéfiants ou en biens autres. En 2017, on a eu une baisse liée à ça. C'est lié à des choix d'enquête qu'on a fait. Il y a des enquêtes qui nécessitent des fois plus de renseignements, donc plus de temps d'enquête avant d'avoir des résultats importants. Est-ce qu'il y a plus, peut-être une impression peut-être aussi récente de par les événements, mais est-ce qu'il y a plus aujourd'hui de crimes commis avec des armes à feu ou si c'est parce que ça nous marque, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça? Bon, il y a eu un événement là, il y a quelques jours, mais dans une année d'opération, est-ce qu'il y a beaucoup de crimes qui sont perpétrés avec des armes à feu? Je vous dirais qu'il y en a à chaque année, mais à Saint-Jean, dans un nombre restreint.
C'est sûr qu'en fin de semaine, il y a eu 2 événements qui ont attiré l'attention des gens. C'est ça, là. Donc c'est plus récent à notre mémoire. Donc, nécessairement, on a tendance à se dire c'est gros, mais c'est très, très rare. C'est voire exceptionnel, ce type de situation-là, que naturellement, on prend très au sérieux. Bon, et là, en plus, vous avez la nouvelle réglementation sur la marijuana aussi. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre travail, ça? C'est définitif. La légalisation du cannabis va changer des concepts au niveau de la société à grandeur du Canada. Saint-Jean, le Québec ne fera pas exception. Alors donc, inévitablement, il va y avoir des changements d'attitude, comportement, des changements au niveau des valeurs de la communauté et ça va changer les interventions, le travail, les modes de fonctionnement de nos policiers. Bon, parlons des cas de facultés affaiblies. Je comprends qu'une fois qu'on les a arrêtés, ils tombent dans votre cour à vous, mais quand on les arrête, c'est dans votre cour à vous, ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'opérations pour les facultés affaiblies au volant ou est-ce qu'il y a eu même des arrestations inopinées là, sans même qu'il y ait des interventions ciblées? Là? On maintient d'année en année le même nombre d'opérations, d'opérations de grande envergure que l'on va faire souvent à la fin de l'année scolaire, au temps des fêtes, l'été. Donc, on maintient le même nombre, qui tourne toujours autour de 30-40 entre les deux. Ouais. Et on mise beaucoup sur les interventions faites par les policiers sur la route lors de leur patrouille. Les opérations, évidemment, de grande envergure, eux, les barrages, sont faits, évidemment, pour faire de la sensibilisation, faire de la prévention et lancer un message aux conducteurs, lancer un message à la population. Nous sommes là. Nous intervenons et on a à l'œil les conducteurs avec des capacités affaiblies. Mais les interventions qui sont faites au quotidien par les policiers, que ce soit de l'information que l'on reçoit ou lorsqu'on voit un conducteur avec une conduite erratique, bien là, il y a beaucoup d'arrestations qui sont faites tout au long de l'année. C'est près de 150 arrestations. Sauf que, disons, en 2017, il y a eu moins de conducteurs, disons, arrêtés. Est-ce que vous sentez ou est-ce que vos policiers, vos patrouilleurs sentent que les gens sont davantage sensibilisés? Est-ce qu'on sent que les gens sont plus prudents à l'égard de la prise d'alcool que ça ne l'était il y a 5, 10 ou 20 ans? Là? Oui, il y a une amélioration. On sent qu'il y a une amélioration. Mais évidemment, on maintient le même nombre d'interventions, le même nombre de barrages parce qu'on ne veut pas diminuer le message qui est envoyé. On veut continuer à envoyer le même message aux conducteurs. Et avec la légalisation, on en a parlé tantôt, du cannabis qui s'en vient. Évidemment, toute la conduite avec les capacités affaiblies, liées tant par l'alcool que la drogue, est un phénomène pour lequel on doit d'intervenir, on va devoir intervenir encore davantage. Dans le cas de l'alcool, vous avez évidemment des outils qui sont utilisés de longue date. Dans le cas de la marijuana, vous allez faire quoi si un patrouilleur soupçonne que l'individu a les capacités affaiblies par la marijuana? Bien, ici à Saint-Jean, il faut rappeler que tous nos policiers sont dûment formés à ce qu'on appelle les épreuves de coordination de mouvement. Donc, ce sont des techniques d'observation, des techniques d'enquête qui s'adressent tant à l'alcool qu'au niveau de la drogue. Ça, c'est déjà un grand plus. Et là, on débute toute une série de formations. Mais d'abord et avant tout, on a les épreuves de coordination de mouvement. À Saint-Jean, on a déjà quelqu'un qui est un agent évaluateur, donc on va profiter de sa connaissance, son expertise pour se transmettre. J'ai déjà des gens qui sont dûment en période de formation. Et je vous le dis, cette semaine, on débute les formations de concert avec l'École nationale de police du Québec pour l'ensemble du Québec. Et on est tous au niveau... Pour ce qui est des appareils, on va attendre un peu parce que le seul qui est à l'heure actuelle reconnu par le gouvernement fédéral, pour nous, selon l'Association canadienne des chefs de police et l'Association des directeurs de police du Québec, ne répond pas suffisamment ou cause, dans le cas, des difficultés d'intervention ou d'opération. Disons que c'est quelque chose de nouveau avec lequel vous allez devoir composer. Tout à fait, tout à fait. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Et bonne continuation et bonne année 2018. Là, bien, on va se revoir bientôt pour le rapport 2018. J'espère. Oui, salutations. Merci. Au plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition du côté d'Action Art Actuel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la première de Sport Express, à tout seigneur, tout honneur. Alex Surprenant, coach en chef, on parle des géants et de la concentration au football. Voilà, manquez pas ça.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. La saison culturelle est repartie de plus belle ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu chez Action Art Actuel. Vernissage prévu ce jeudi 27 septembre à 17h. Une exposition qui va se poursuivre jusqu'au 20 octobre avec le travail de Magali Bavin qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et on parle des empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est un peu particulier. Expliquez-nous un peu en quoi consiste ce projet de création. Alors, c'est un projet qui, moi, j'appelle qui est en contexte, donc qui est dans le contexte de l'espace public et aussi de l'environnement sonore de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi un travail, un projet en art relationnel, donc d'aller à la rencontre des gens de la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai travaillé avec différents groupes ici. J'ai rencontré différentes personnes avec qui j'ai pu établir des liens, faire des relations, puis, tranquillement, pas vite, faire une partie de mes cueillettes de données, de sons, entre autres, pour inclure à l'exposition. Pourquoi vous vous intéressez au son? Bien, c'est parce que ça fait 30 ans que je travaille le son. Je suis une artiste qui utilise le son, les ambiances, les bruits, comme un peintre va utiliser les couleurs, un sculpteur va utiliser de la matière. Pour moi, c'est de la matière avec laquelle je compose, où je réalise des objets ou encore des espaces. Bon, quels sont, disons, les principaux faits saillants de votre carrière d'artiste, justement, dans ce monde du son, des effets sonores? Bien, disons, dans les faits saillants, j'ai exposé au Musée d'art contemporain de Montréal en 2011 durant la Triennale d'art contemporain du Québec, avec un projet qui s'appelait Bruit de fond, qui consistait à un voyage de captation de 8 escales à travers le Québec, en partant de Montréal jusqu'à Forillon, avec, si on veut, moi j'appelle ça des arrêts, des escales de captation à l'intérieur de l'eau avec des hydrophones. Donc, j'ai pris des sons aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Et ensuite, bien, ça m'a donné toute une palette de sons enregistrés avec lesquels je joue de la musique, avec des instrumentistes qui ont des vrais instruments ou encore avec lesquels je peux accompagner des danseurs ou encore faire des installations, dont celle qui avait été présentée en 2011 au Musée d'art contemporain. Et en ce moment, j'ai une pièce aussi à Expression au Centre Expression à Saint-Hyacinthe, qui est dans le cadre de l'événement Orange, qui est un événement culturel triannuel aussi, et qui combine art contemporain, art actuel et agriculture. Donc, les projets, c'est les artistes travaillent avec des agriculteurs de la région pour créer une œuvre dont la thématique est la traçabilité cette année. Comment on finit par s'intéresser au son? C'est venu comment, ça, chez vous? Parce que vous le dites, il y a des artistes qui peuvent décider de soit faire de la sculpture, de la peinture, bref, il y a toutes sortes de formes d'art, mais pourquoi vous avez choisi le son? Qu'est-ce que le son est venu chercher en vous, je ne sais pas, mais il y a 25-30 ans, quand vous avez commencé? Bien, j'ai commencé comme étant une guitariste de musique punk de femmes. On n'était que des filles, en tout cas de 17-18 ans à cette époque-là. Et disons que pour moi, à ce moment-là, qui ne sait toujours pas jouer de la musique, la guitare électrique est un instrument avec des cordes métalliques qui sont vibrantes à cause de l'électricité, à cause des micros à bobine, qui est un aimant en soi. Donc, cette idée de jouer avec l'énergie du métal et la vibration des sons est restée, même si je ne joue plus de cet instrument-là. Donc, j'ai commencé à travailler avec les objets, à travailler avec les ambiances, à travailler avec l'environnement à ce moment-là. Bon. Si on revient aux empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc vous avez travaillé ce projet-là avec des gens dans la communauté et tout ça. Et quelles sont-elles, ces empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu? Qu'est-ce qui a capté votre attention ici sur le territoire? Alors, j'aimerais ça juste parler de l'empreinte sonore comme telle. C'est une notion qui existe déjà. C'est pas moi qui l'ai inventée. Oui. C'est Raymond Murray Schaeffer qui l'a inventée, qui en a parlé, qui est un Canadien, compositeur de musique contemporaine et aussi un chercheur qui est maintenant très, très âgé et qui a inventé, si on peut dire, le terme du paysage sonore. Donc, l'empreinte sonore fait partie du paysage et c'est en fait une empreinte sonore, c'est un son qui identifie un lieu très identitaire d'un territoire ou d'un quartier ou même d'une ville et tellement identitaire que les locaux ne l'entendent plus
ou vivre avec, tandis qu'un touriste comme moi va être vraiment happé par ce son-là. Ah, ouais. Donc, le son le plus identitaire, particulier de Saint-Jean, quel est-il selon vous? Les montgolfières. Oui, Le effectivement. brûleur d'une montgolfière. Les parce que, montgolfières. tu sais, même c'est vrai, parce que parfois, on va se balader, puis ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens qui ne venaient pas d'ici et qui me disaient d'arrêter. Puis là, je dis pourquoi? Bien, il y a une montgolfière. Ben oui, ça fait 30 ans qu'on en voit, puis parfois, on entend le pshhh. On dit, ah, il y a une montgolfière. C'est ça. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur va dire, hey, wow, il y a une montgolfière. Bien, c'est une identité visuelle, Oui. mais moi, je me suis le intéressée son. au son parce que ça devient un son identitaire. Mais si on additionne le son de montgolfière avec celui du train, avec celui des avions, avec celui du champ de tir, qui est ici Ouais. vraiment... Ou qui même fait du partie- dynamitage dans les carrières. Exactement. Ouais. C'est très, très particulier à Saint-Jean. Donc là, on vient vraiment d'identifier au niveau de l'écoute puis de l'ouïe la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas plus tard que hier matin, j'étais dans le quartier Notre-Dame-de-Lourdes et il y a eu, vers 11h30 midi, un gros boom. Même ça a vibré dans la maison. Et quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, c'est un dynamitage à la carrière. Ça surprend sur le coup, là, on pense qu'il va... Mais c'est ça. Donc, il y a parfois de ces sons avec lesquels les citoyens finissent par s'accommoder ou s'habituer, peut-être. Oui, ou en tout cas, vivre avec, apprendre à s'adapter, à vivre avec. Mais moi, je prends aussi le mot empreinte comme aussi lié à la mémoire. Donc, je me dis que, enfin, je pense, puis je suis pas mal sûre, parce que j'ai fait un travail avec les personnes aussi atteintes de la maladie d'Alzheimer, puis on peut voir que le son est vraiment présent dans les mémoires des gens. C'est une des dernières mémoires qui nous habitent, celle des émotions, donc la musique est liée aux émotions. Et moi, donc, je parle que les sons, comme les odeurs, empruntent aussi notre mémoire. Bien, tout à fait. Moi, très souvent, je vais à Saint-Hyacinthe et quand je débarque de la voiture, il y a une odeur de chocolat. C'est très particulier parce que quand on n'est pas habitué à ça, ça nous surprend un peu. Là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, chaque milieu a des empreintes olfactives, auditives, sonores. Ouais. Donc, ça fait partie du paysage. C'est ça fait partie du paysage. Puis il y a des personnes qui sont très sensibles à ce genre de déclencheurs sensitifs, on va dire, phénoménologiques, oui. Bon. Et de quelle façon ça se traduit quand on bâtit une exposition? Donc là, je présume que vous êtes en montage, vous allez terminer le montage, mais après ça, une fois que les gens vont aller vous voir ici, chez Action Art Actuel, pas très loin, là, sur la rue Richelieu, quand on va rentrer dans la pièce d'exposition, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va surtout entendre? On va entendre des choses, puis on va les voir. On va voir aussi d'autres choses. Ce qu'on va entendre, c'est les empreintes sonores. C'est mon interprétation, moi qui est la touriste ici dans le lieu, de ce que sont les empreintes sonores pour moi, mais aussi ce qu'elles sont pour les communautés avec lesquelles j'ai travaillé, comme j'ai fait un projet avec les jeunes de Jeunesse Carrefour Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. Donc, avec eux, on est allé à la recherche d'empreintes sonores. On va fabriquer un dispositif qui va permettre de laisser entendre ce qu'eux ont enregistré, ce qu'eux ont pris en photo aussi. Donc, je fabrique des objets, des dispositifs qui nous permettent d'entendre et de découvrir des images qui ont rapport à ces sons-là. Et ce n'est pas nécessairement des sons qui sont diffusés dans des haut-parleurs habituels, mais il va y avoir comme un mélange, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans mes installations, un mélange de couleurs et de teintes qui sont produits aussi par le dispositif qui diffuse le son. Donc, si tout était sur des haut-parleurs pareils, ce serait pour moi moins intéressant. Ouais. J'aime jouer avec l'espace un peu comme ça, puis faire en sorte que quand on rentre, sans que ce soit trop présent ou vraiment trop fort, c'est au contraire, ça joue avec les silences. C'est comme le tout devient une composition aussi. Il va y avoir plusieurs petits postes d'écoute qui vont former une pièce ensemble. Qu'est-ce que vous souhaitez que les visiteurs en retiennent? En fait, ce que j'aimerais que les visiteurs retiennent, ou plutôt découvrent, c'est en fait une communauté qui est très engagée dans l'idée de l'écologie sonore de la ville de Saint-Jean. Parce que moi, c'est ce que j'ai découvert. En fait, je pensais venir ici puis créer une communauté sur l'écoute, mais il y a déjà plusieurs communautés qui existent sur la sensibilité au son puis à la diminution du bruit du train, des avions, du champ de tir, entre autres. Donc, il y a vraiment des gens ici qui se sont mobilisés pour ça. Je n'ai pas envie que ça devienne une tribune nécessairement juste pour eux, mais j'ai envie de les inviter puis que, éventuellement, peut-être mon espace d'exposition puisse servir de lieu de rencontre et de discussion. Ça, j'aimerais beaucoup que ce soit comme ça que ça se passe. Parce qu'effectivement, bon, quand on parle de sifflement du train, il y a un comité qui s'est mis en place là-dessus.
Vous parlez, les planeurs, les avions à l'aéroport, c'est très particulier, ou le champ de tir du côté de l'Acadie, ou les samedis, semble-t-il, que moi, j'habite pas là, mais il y a des détonations quand même assez importantes en continu. Bref, ça fait partie, évidemment, de l'histoire aussi du territoire. Mais bref, en fait, je serais étonné de voir justement un visiteur qui rentre chez vous et qui dit « Ah, bien, tiens, voici, c'est ça qu'elle a retenu. » Parce que nous, parfois, peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'entend plus ou qu'on entend moins. Mais de le voir peut-être dans une exposition mise en valeur autrement, ça va donner peut-être un autre son de cloche. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas nécessairement des sons que je vais avoir mis dans mon exposition, mais c'est sûr que je ne peux pas vous cacher que le son du train va être là, mais la forme dans laquelle j'ai décidé de l'inclure va peut-être souligner un peu cette idée qu'à Saint-Jean, les locaux, il y en a qui l'aiment, le son du train, puis il y en a qui l'aiment moins. Mais il y a une façon moi, j'ai trouvé une façon de le représenter. Puis peut-être que ça peut juste faire en sorte que les gens se parlent puis discutent un peu de cette, peut-être pas de ce sujet-là nécessairement, mais de comment on peut améliorer l'écologie sonore d'une ville. Alors, les empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu, un projet de création de Magali Babin. Vernissage ce jeudi. Ensuite, l'exposition à court jusqu'à samedi 20 octobre chez Action Art Actuel. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Bavière quotidien. C'est un rendez-vous des jeudis, vendredis 4 et 5 octobre au Carrefour Richelieu. Si vous désirez donner de votre sang, il y aura une collecte organisée par Emma Québec à l'occasion de ces 2 journées. Donc, le rendez-vous est donné. À chaque semaine, ici même à l'émission, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, allez sur le site web de la télé, tvhr9.com. Et puis, entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.